Mon cher Pierre, la barre est très haut. Construisons la culture de l'espérance, si j'ai bien écouté. Et c'est à vous qui revient donc de présider les contre-cultures, toutes de l'espérance, je l'espère. Votre passé le justifie. Vous avez été interpellé plusieurs fois en disant que vous étiez l'auteur du meilleur rapport jamais fait sur la question, qui, comme d'autres pour le moment, était un peu dans les tiroirs. Et vous avez par ailleurs un passé d'amateur de musique, surtout de musique de l'époque, mais ça n'empêche pas que vous aimiez aussi la musique plus ancienne. Vous avez présidé une chaîne de télévision sans laquelle le cinéma français ne serait pas ce qu'il est. Vous présidez aujourd'hui aux destinées d'un théâtre et je vous laisse présider cette table ronde de la culture de l'espérance en présentant vos invités plus qualifiés les uns que les autres. Pierre, merci. Merci Nicolas. Effectivement, autour de moi, une plasticienne, un poète qui nous rejoint, le responsable des programmes d'un institut culturel et un compositeur particulièrement contemporain. Le débat est étonnant, mais il vient bien à son heure en cette fin de journée. On a parlé des pouvoirs de la culture, on a parlé des politiques culturelles, et là on pose la question, où sont les contre-cultures? Il faut toujours du contre. Quand on parle des pouvoirs de la culture, qui dit pouvoir dit contre-pouvoir, qui dit culture dit contre-culture, et en même temps c'est un moment un peu compliqué. Tout à l'heure, Madame Blanche-Neige, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, mais j'ai adoré la présentation de Nicolas Seydoux, et évoquait un grand débat. Là, ce sera un peu aussi une recherche, je pense. Je ne sais pas si ce sera une grande recherche, mais il est peut-être presque trop tôt dans la révolution numérique et la révolution des usages à la fois ébouriffante et réjouissante que nous connaissons, il est peut-être presque trop tôt de rechercher déjà des contre-cultures qui ont souvent besoin d'un ordre un peu établi pour naître et que leur nécessité naisse. Je parlais de nos invités. Pascal Dussapin, vous êtes un auteur de musique contemporaine majeur. Je vais vous donner la parole dans quelques minutes. Et vous êtes joué à travers le monde, à travers l'Europe, et vous vous êtes toujours éminemment et profondément intéressé à l'organisation de vos métiers et de l'expression de la musique contemporaine, son expression publique et créative. Avec vous, autour de cette table, Marc nous a rejoint, Marc Obambé, je peux vous appeler capitaine, ou Marc, comme vous voulez. Poète et slameur, et c'est intéressant parce que le slam, il y a quelques années, c'était presque de la contre-culture. Aujourd'hui, vous êtes de plein pied dans ces expressions culturelles. James Davis est un acteur majeur de l'Institut culturel de Google, et Institut culturel de Google, ça embrasse tout un tas de questionnements. Ça a été assez révolutionnaire, le Google Art Project. Vous travaillez au plus près avec Amit Sod, le fondateur, donc il sera intéressant de vous entendre. Et puis, à côté de moi, Jasmina Sibic, artiste slovène, plasticienne, et décidément la Slovénie est particulièrement bien représentée. Alors cette édition 2013 du Forum, puisque tout à l'heure le ministre de la Culture slovène non seulement s'est exprimé, mais a dit des choses particulièrement importantes. Tout à l'heure, Serge Chic, vous nous présenterez quelque chose de très intéressant, ce sera à la fin du débat, une étude qu'a faite l'INA, dont vous êtes un contributeur et un membre important, notamment dans la recherche et les études. Vous nous montrerez une étude sur comment naissent les buzz, mot devenu important dans le langage courant, et notamment les buzz culturels. Mais on va commencer, comme toujours, avec une étude, et j'insiste là-dessus, parce que Dieu sait si, puisqu'on a évoqué ce rapport à plusieurs reprises, des études, passez-moi l'expression, je m'en suis tapé quelques-unes pendant les 9 derniers mois et la dernière année, celle-ci
comme beaucoup des études présentées au forum depuis quelques années et singulièrement cette année, toutes les études sont intéressantes. La vôtre me semble faire avancer la perspective, la compréhension, en tout cas la mienne, des usages numériques. Et cette étude a pour titre l'ère de la prescription, de l'abondance à la découverte. Laurent Colombani, vous êtes partenaire chez Bain et compagnie, vous êtes un fidèle du forum depuis 5 ans et l'un des principaux contributeurs des études Bain pour le forum d'Avignon. Et vous avez créé avec Bain, Laurent, un observatoire des usages culturels numériques dans 8 pays, non des moindres, puisque vous avez interrogé, vous avez fait cette étude à partir des témoignages de 6000 consommateurs français, britanniques, américains, allemands, russes, brésiliens, chinois et indiens. Donc, merci de ce travail, mais je pense que tout le monde vous dira merci et tout le monde va garder précieusement la plaquette de votre étude. Et pour débuter cette table ronde sur la prescription de la culture et des contre-cultures, je voudrais d'abord vous poser la question, dans l'écosystème numérique, qui détient aujourd'hui, à vos yeux et aux yeux du consommateur, le pouvoir de prescription ? Oui, bonjour et merci. Effectivement, cette année, on s'est intéressé plus particulièrement à l'émergence des algorithmes et des réseaux sociaux comme prescripteurs, comme outils de recommandation des œuvres et donc impactant l'ensemble de cet écosystème culturel. Alors, le point de départ dans tout ça, le fait générateur qui amène à cette question du rôle des algorithmes et des réseaux sociaux, il est, et je vais passer très vite là-dessus, on l'a tous constaté, l'explosion des écrans connectés, des terminaux connectés, qui sont autant, à nos yeux, finalement de terminaux culturels personnels. Et ça a des implications très fortes, et on les observe partout dans le monde. Ça, c'est l'un des points qui nous a particulièrement intéressés avec cette étude. Ça a des implications qui sont de 3 ordres. La première, c'est qu'on passe dans les choix culturels d'une notion de foyer, pour l'essentiel, à des individus connectés dans la façon dont sont faits les choix culturels. Vous noterez, à chaque fois, c'est plutôt un processus de décision de groupe. On choisit, c'est ensemble, comment on va voir un film, comment on écoute de la musique. On choisit toujours à plusieurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement une segmentation géographique, ce n'est pas les gens qui sont autour de vous, c'est une communauté virtuelle de gens avec qui vous partagez un intérêt. Ça peut être vos amis ou d'illustres inconnus, mais qui partagent avec vous un certain nombre de centres d'intérêt. Et donc ça, c'est un changement fondamental dans les modèles de prescription, puisqu'on va prescrire à des entités en quelque sorte différentes. Le deuxième élément qui est très structurant dans cette évolution de la prescription, c'est qu'on est passé de biens culturels physiques et palpables, donc quelque part limités en espace de distribution, à des biens dématérialisés et donc infini. Et comme on le sait, une infinité de choix, c'est du non-choix. Et donc la notion de qui va vous aider à comprendre quelles sont les œuvres qui vous intéressent, quelque part qui va vous aider à les découvrir, et devient d'autant plus intéressant. Et le dernier point, c'est que dans cette notion de dématérialisation, on est passé d'une notion d'un achat de biens à une notion d'un service d'accès. Et donc, on n'achète plus un disque, on s'abonne à un service d'accès à la musique. Et par définition, ces services d'accès vont avoir un rôle essentiel à jouer dans les processus de recommandation. Donc un premier peut-être élément de réponse à qui détient ce pouvoir de recommandation, c'est on s'intéresse évidemment à ces plateformes numériques. On en a parlé à l'instant, Monsieur Toubon en a parlé, elles deviennent vraiment stratégiques dans les choix culturels. Alors quand on demande aux consommateurs auprès de qui allez-vous chercher des contenus culturels, on voit bien émerger ces grandes plateformes internationales, et pour la plupart, il est vrai, anglo-saxonnes, comme étant devenues les supermarchés des contenus culturels. Néanmoins, on voit aussi émerger des acteurs plus indépendants, souvent spécialisés. Dans la musique, par exemple, on voit qu'ils jouent un rôle important. Dans la vidéo, on peut penser au Spotify dans la musique, au Netflix dans la vidéo. Donc on a une multitude de ces agents qui deviennent des prescripteurs majeurs d'œuvres et de contenus culturels. On n'a jamais eu autant de choix. Et pourtant, vous les avez dit, quand il y a trop de choix, il y a plus de choix. Quelle place a le désir de culture, et ce désir peut-il être manipulé ?
Oui, alors effectivement, le premier élément auquel on s'intéresse après ce constat de ces nouveaux acteurs dans les modèles de prescription numérique, c'est évidemment qui finalement influence. Et le désir, il y en a plus que jamais. La capacité à influencer ses choix, on a essayé de la mesurer au travers de trois grandes catégories. La machine, l'algorithme. On a tous utilisé ces services qui vous proposent spontanément des recommandations en fonction de vos usages passés. Le réseau social, que me recommandent mes amis, mes contacts. Et on va dire le prescripteur plus traditionnel, le professionnel, le critique, le programmateur en quelque sorte. Et ce qui est très intéressant quand on regarde ça dans le temps, au fur et à mesure des études qu'on a pu faire, des enquêtes sur les 3 dernières années, c'est qu'on voit une très nette progression de l'algorithme et du réseau social au détriment, on va dire, du critique et du professionnel, de l'éditorial traditionnel, on va dire, qui est plutôt en stagnation. Là, vous voyez l'exemple de la vidéo au sens très large, les films, les séries, et on voit bien que les réseaux sociaux, pour prendre cet exemple, sont aujourd'hui considérés par 40% comme l'un des principaux prescripteurs en matière de films et de séries, ce qui les amène à peu près au niveau des critiques et des professionnels. C'est encore plus frappant quand on parle de la musique, où la même question posée aux consommateurs montre que l'algorithme et le réseau social augmentent dans les mêmes proportions. Le critique et le professionnel sont même plutôt en régression par rapport à la même question posée il y a 3 ans. Au point qu'aujourd'hui, quand on demande, et là vous voyez, ce n'est pas sur une catégorie d'âge en particulier, hein, c'est sur l'ensemble de la population dans les pays occidentaux, les réseaux sociaux sont aujourd'hui cités comme le premier prescripteur en matière de musique, devant le professionnel, devant l'algorithme. Là, je vous en prie. Donc, dernier point d'observation, là c'était un petit zoom sur les pays occidentaux, ça n'est pas limité aux États-Unis, à l'Angleterre et à l'Europe. Quand on pose cette même question dans le monde entier, y compris dans les pays émergents, on voit le même phénomène, la progression assez spectaculaire des algorithmes et des réseaux sociaux. Un petit bémol évidemment, dans les pays, notamment en Asie, on observe là une population plutôt urbaine et connectée, donc par définition ils seront intéressés par ces services, mais il n'y a pas du tout de décalage. On peut même imaginer que dans certains pays, comme par exemple au Brésil, où les réseaux sociaux sont très prégnants, une avance potentielle de ces nouvelles formes de recommandation par rapport aux pays d'Europe occidentale. Donc l'homme semble avoir cédé la place à la machine, mais la machine est diablement intelligente, elle est nourrie. Est-ce que, selon la formule que j'aimais bien depuis toujours, the content is king, contenu finalement en français, je suis d'accord avec Pascal Regard, c'est moins bien que contenu, c'est moins bien en français que content. Mais bon, est-ce que le contenu est roi ou est-ce que le consommateur est quasiment le roi ? Alors oui, effectivement, ce qui nous a frappé quand on a regardé ces premiers résultats, c'est évidemment une thématique qui n'est pas nouvelle dans les industries culturelles. C'est peut-il y avoir une dictature de la demande? Est-ce que finalement le consommateur peut-il prendre le pas dans ce qui a été tout de même un marché, une industrie qui a essentiellement été une industrie de l'offre, une industrie où c'est la créativité qui génère la demande. Et c'est une question qui n'est pas nouvelle. D'ailleurs, elle a été mentionnée ce matin. Il y avait une caricature très jolie, hein, avec l'artiste qui cherche la reconnaissance, le producteur qui cherche l'argent, le retour sur investissement, et le consommateur qui chercherait la médiocrité. Et c'est une vraie question qui existe depuis très longtemps. Alors à ça, on a 2 éléments de réponse qui nous paraissent intéressants. Le premier, on va le voir, c'est que c'est pas nouveau. C'est ce que vous voyez à l'écran ici. C'est que cette notion de la démarche marketing d'analyse du client qui tend à une uniformisation, elle n'est pas nouvelle et on l'observe très bien dans le box-office américain notamment, où on voit sur les 30 dernières années les créations originales céder le pas aux adaptations, aux séries et finalement à une sorte de disparition de la création originale. Et ça, il faut le constater, les plateformes numériques, a priori, ne sont pas en train de changer massivement cet équilibre. Quand on regarde toujours dans le secteur du cinéma les premiers téléchargements sur iTunes, on y retrouvait également ces mêmes franchises, ces mêmes marques qui en sont au numéro 7, au numéro 8, au numéro 9 et qui donc montrent bien qu'il y a un vrai danger d'uniformisation. Donc ce danger-là, il n'est pas nouveau. Mais si on en prend le contre-pied, il nous semble même que le numérique peut aider à
inverser en partie cette tendance. La première observation qu'on pourrait faire, c'est que à mesure que la création originale a un peu disparu du cinéma, elle n'a pas disparu en fait, elle s'est déplacée notamment à la télévision. Et on a vu depuis les grands réalisateurs, les grands projets de création originale se déplacer plutôt vers la télévision payante. Et ce phénomène, on l'observe également sur les plateformes numériques dont on parle à l'instant, dont on vient de parler. Netflix a fait beaucoup parler d'eux en ce moment avec leur création originale, qui sont un succès à la fois économique, mais également critique. Et les séries qu'ils ont produites ont été primées dans plusieurs forums. Alors, on pourrait même aller au-delà et dire c'est grâce au numérique, grâce à cette analyse du consommateur, qu'on peut créer aujourd'hui des contenus de qualité. Ça participe de la création d'un contenu de qualité. Et par exemple, une série comme House of Cards a bénéficié de l'expertise de Netflix dans la connaissance de leur base d'abonnés. Pour définir le produit qui serait le plus adapté et surinvestir dans ce produit. C'est juste ce qui nous a intéressé comme anecdote, c'est que dans la production de House of Cards, Netflix, sachant qu'ils avaient là une œuvre qui correspondrait parfaitement à leurs besoins, ils ont non seulement financé une saison, mais ils en ont financé 2 en une seule fois, et ils n'ont même pas fait de pilote. Ce qui est, pour l'anecdote, ce qui a emporté le choix de David Fincher en fait, et des producteurs par faire un partenariat avec Netflix. Donc il y a là des nouveaux modèles de production qui sont aidés par la connaissance du consommateur. Et pour finir sur ce sujet, on pourrait même aller plus loin, et ça a été brièvement mentionné ce matin, le financement participatif est quand même quelque chose de très enthousiasmant à ce niveau-là. On voit de plus en plus des projets ambitieux financés directement par le consommateur. Donc finalement, on a le consommateur qui se mobilise pour créer du contenu. Donc ce n'est pas une opposition, c'est une alliance entre les deux. Alors évidemment, c'est pas le consommateur qui va créer lui-même le contenu. Ce qu'on observe, c'est que des projets très ambitieux de financement d'œuvres dans le film, le jeu vidéo, la musique, sont aujourd'hui directement financés par les consommateurs au travers de plateformes de type Kickstarter. Et certes, ça a été mentionné ce matin, le niveau moyen de financement est très faible. Mais quand on enlève un peu la longue traîne d'un certain nombre de projets assez légers, que ce soit des projets dans la photo ou autres, on observe qu'il y a quelques catégories, notamment le film et le jeu vidéo, où on voit émerger en financement participatif des projets de 5, 10, 20. Je crois que le record aujourd'hui, c'est un jeu vidéo qui est aux alentours de 30 millions de dollars de financement. On n'est plus dans de l'amateur, on n'est pas dans de la longue traîne, certainement pas. Et nous, chez Bain, ça nous paraît très intéressant parce que c'est une illustration extrêmement concrète de ce qu'on avait appelé la terre du milieu créatif. Ni blockbuster, ni amateur. Et ça, pour nous, c'est un vrai facteur potentiellement de diversité et qui montre bien que finalement, le contenu et le consommateur ne sont pas forcément en opposition dans ce débat. En même temps, la contre-culture, ça a souvent été la production d'œuvres auxquelles le public ne s'attendait pas. Est-ce que vos 6000 clients de l'enquête sont prêts à des choses auxquelles ils ne s'attendent en rien? Alors, ça, c'est un des points, effectivement, en termes de choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Et effectivement, quand on regarde ce que les consommateurs recherchent, on va avoir toujours le contenu original comme le contenu différent comme premier facteur de choix. Donc effectivement, à ce niveau-là, quand on regarde un peu finalement l'évolution des règles du jeu quelque part, on voit de nouvelles règles du jeu et des règles du jeu qui sont toujours d'actualité. Alors je vais vite passer là-dessus pour adresser votre question. Quand on regarde les nouvelles règles du jeu, elles sont de 3 ordres. Et l'une pour nous qui ne change pas, elle est que le contenu différencié et original est le contenu qui pourra émerger sur ces plateformes. Autrement dit, pour reprendre le point du début, dans la profusion de contenu, plus que jamais, le contenu original nous paraît indispensable pour sortir, pour émerger. Ce qui change peut-être, c'est la façon d'arriver à ce contenu, de produire ce contenu. Là où il était question d'une seule politique de l'offre et de l'innovation, aujourd'hui cette politique de l'offre et de l'innovation, elle peut se nourrir de l'analyse des consommateurs. Autrement dit, on voit de plus en plus des plateformes qui utilisent les données d'usage des consommateurs pour faire émerger
des besoins peu exprimés ou mal exprimés. Donc on n'est pas du tout en train de voir une opposition entre la création et l'éditorial et entre l'analyse des comportements. C'est plutôt le contraire, c'est de dire on peut aller chercher dans l'analyse du comportement des désirs latents, des besoins cachés, et utiliser ça pour nourrir la politique éditoriale, pour aller chercher, dénicher un auteur, dénicher une œuvre qui a son potentiel, mais ce potentiel, il faut aller le chercher au sein de notre base de clients. L'algorithme saura avant moi ce dont j'ai envie sans le savoir. L'algorithme, il saura essayer de décrypter pour celui qui essaie de vous proposer une œuvre ce dont vous avez envie. Il est balèze cet algorithme, il n'y a rien à dire. Écoutez, Jasmina, Marc, Pascal, James, la question qui vaut pour... Merci Laurent Colombani, merci beaucoup. J'avais prévenu que votre enquête me semblait assez passionnante dans les évolutions. Ça vaut le coup de regarder en détail les tableaux que vous nous avez montrés et très bien éclairés. La question donc pour vous quatre, la question générique, c'est un peu quelle est la définition aujourd'hui, en connaissant ces éléments nouveaux et très évolutifs, quelle est la définition de la contre-culture et, à votre avis, où la trouve-t-on aujourd'hui? Mais pour attaquer sous un angle un peu plus aigu et plus personnalisé, en commençant avec vous, Pascal Dussapin, quand on crée selon une méthode bien définie, aussi bien sur le plan de l'harmonie que du système tonal, etc., est-ce que c'est une forme de contre-culture, la musique contemporaine? Vous voulez dire aujourd'hui oui. qu'un compositeur qui se mettrait à écrire tonal, oui. Est-ce que ce serait la contre-culture? J'ai envie de vous demander pourquoi vous posez cette question. Non, mais je veux dire, à partir du moment où vous êtes, vous avez un cadre qui fait qu'il y a une forme de contre-culture qui est un peu liée à la musique contemporaine, qui a une spécificité de structure et d'organisation qui, dans le marché général, alors qu'on n'a jamais autant consommé de musique, reste très lié à l'accompagnement des financements publics. Donc il y a quelque chose qui fait que vous êtes comme une des belles définitions de la contre-culture. Ah oui, ça je pensais en vous entendant précédemment, je me dis alors, effectivement, la contre-culture, si c'est pas à vous que j'apprendrai, lorsqu'on en parle, on pense plutôt aux années 60, 70, un peu américaines, la Beat Generation, des choses comme ça. Et je me disais, mais en fait, maintenant, les vrais artistes de la contre-culture sont probablement plus des gens qui me ressembleraient. Ça ne veut pas dire qu'on est écarté, bien que là-dessus, on pourrait effectivement avoir quelques avis, en tout cas produire quelques éléments d'analyse aussi, pour reprendre le terme de M. Colombani, qui tendrait à prouver qu'on l'est effectivement, oui, c'est vrai, même si moi personnellement j'ai pas à me plaindre de grand-chose. Mais pour être plus sérieusement, répondre à votre question, vous faites référence en fait à une histoire, c'est-à-dire que la musique... en tout cas de tradition écrite, qui est une toute petite part de la musique du monde, enfin c'est quelques pourcents, et qui est une caractéristique majeure de l'art occidental chrétien. Enfin bon, c'est un peu comme ça historiquement parlant. S'est préoccupé de systèmes qui étaient des systèmes de médiation. Alors comme on est au Palais des Papes, il est certain que cet endroit a résonné de musique pendant des siècles et des siècles. Cette musique a été soumise à des fluctuations extrêmement lentes qui progressivement tendaient à l'organiser. C'est-à-dire au début c'est pneumatique, c'est-à-dire qu'on suit les textes, c'est les textes qui produisent la mélodie. Progressivement il y a un caractère plus profane, je ne vais pas faire de l'analyse historique, mais enfin la musique s'est détachée du texte jusqu'à ce que devenir indépendante, mais elle n'est pas pour autant tonale. La tonalité, c'est un système, par exemple Monteverdi à la Renaissance n'est pas un musicien tonal, il est un musicien modal. Alors ça, on ne va pas faire de l'analyse musicologique ici, mais enfin, croyez-moi sur parole. Et voilà.
Et progressivement, ce système se tend en permanence, hein, jusqu'au, disons, au début du XXe siècle. Le système se consolide, il produit des systèmes théoriques, il produit aussi des affects, hein, parce que si vous prenez par exemple la musique de Wagner, elle est une musique extrêmement affective au sens de, genre, de la sensation humorale, quoi, hein. Elle produit une émotion très, très particulière qui vient du déchirement du système aussi. C'est-à-dire que Wagner tend le système, le chromatise, l'atonalise progressivement, et après il y a Mahler, après il y a Schoenberg, etc. Après, ma foi, c'est les guerres, c'est l'histoire du monde, l'histoire de la pensée, tout simplement, parce que c'est pas du tout une caractéristique exclusive de la musique. À ce moment-là, on peut dire que la pensée contemporaine du XXe siècle, et je reviendrai sur le thème contemporain, est une production perpétuelle de contre-culture, tout simplement parce qu'elle est en rébellion comme le système, contre le système qui tend à contrôler son cours, hein. Donc Schoenberg, quand il commence à casser un petit peu tout, ben, il se retrouve dans les marges, au fond de la société musicale, et pour réincorporer les codes, il va devoir entrer en lutte et dans des déterminismes presque politiques très très importants. Enfin très Schoenberg, pour les raisons qu'on sait, il s'en va, hein, il va vivre aux États-Unis. Bon, et puis il a ses amis Alban Berg, Webern, d'autres, etc. Alors c'est pas la seule histoire de la musique contre-culturelle. Si vous prenez, il y a beaucoup d'histoires dans la musique et dans l'histoire de la musique, particulièrement au XXe siècle. Vous avez par exemple d'autres courants, Sibelius, Janacek, la musique qui vient de l'Est. Après, quand on passe la Seconde Guerre, il y a le désir de tout refondre à nouveau. Donc on peut pas comprendre par exemple la musique dite contemporaine, qui est un vocable que moi j'aime pas beaucoup parce qu'il est discriminant, parce qu'il emmerde les gens, parce que ça fait musique contemporaine. Oh là là, c'est un truc de bizarre, ça sonne tout bizarre et tout. Mais il est sûr que les compositeurs allemands après 45, ils peuvent pas faire comme ils ont fait avant. Donc ils redéfinissent le langage. Ils sont à fond dans la contre-culture. Une contre-culture qui est curieusement, en particulier en Allemagne, est financée par la CIA. C'est ça qui est drôle. Parce que les Américains injectent de l'argent dans les festivals de musique très contemporaine pour faire oublier aux Allemands Wagner. Oui, voilà, c'est le plan Marshall. Voilà, Donaueschingen, Darmstadt, enfin tout ça, c'est financé. Enfin, ce sont des festivals très très pointus qui existent toujours aujourd'hui. Et ils sont financés en partie par les Américains qui disent bon, les Allemands là c'est bien s'ils pensent à autre chose parce que Wagner c'est tout bizarre, vous voyez, tout ça. Bon. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que elle se place délibérément dans un phénomène contre-culturel. Néanmoins, elle est animée d'une volonté hégémonique, donc historique, c'est-à-dire qu'elle veut prouver quelle est la loi. Alors aujourd'hui, pour arriver à votre question, il est sûr que tout ça a subi, ce sont des flux, hein, avec des tensions, avec des moments merveilleux, magiques, tout ça. Il y a des très grandes œuvres là depuis 50, 60 ans, écrites pour les formations classiques, hein, enfin disons les orchestres qui ont subi eux-mêmes des modifications importantes de forme, de fond. Et aujourd'hui, il y a des tensions qui sont très intéressantes, qui tiennent pas seulement à la mondialisation, mais qui tiennent aussi à l'épuisement des grammaires, à l'épuisement des stratégies linguistiques presque, qui sont à l'œuvre dans certaines œuvres. J'espère que je suis clair, hein, et qui fait que lorsque vous arrivez là, il y a quelques minutes, à me poser la question, est-ce que quelqu'un qui utiliserait le langage tonal, c'est-à-dire le langage que tout le monde connaît, hein, dans le contexte qui est le vôtre, cher Pascal, est-ce qu'il serait dans la contre-culture? Je vous dirais, ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, non, c'est une bonne réponse. Mais attendez, je peux la nuancer. C'est-à-dire, c'est sûr que quelqu'un qui va utiliser aujourd'hui un langage, disons, communément admis, qui est celui de toutes les musiques, enfin, d'une partie des musiques du monde, hein, parce que si vous dites ça à un Chinois, il va vous répondre non. Qu'est-ce que c'est, la tonalité? Il s'en fout complètement. Enfin, je parle de musique traditionnelle, hein. Il est sûr que quelqu'un qui va utiliser des harmonies plus apaisées va rentrer immédiatement en consensus avec la société. Sauf que en tant qu'artiste, il peut aussi exister
à ce moment-là, chez cet homme-là, une sorte de, enfin j'allais dire défaite, mais enfin il va probablement aussi refuser d'inventer quelque chose de nouveau, enfin pas de nouveau, quelque chose qui va créer des émotions nouvelles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que créer du nouveau, tout ça, c'est bon, c'est des vieux discours, ça. Voilà. Mais aujourd'hui, il est sûr que et cet homme-là et moi-même, qui n'utilise pas nécessairement un langage atonal, hein, pour ma part, va aussi, lui, être dans une contre-culture. Parce qu'au fond, le problème n'est plus une question de grammaire. Le problème, il est beaucoup plus simple que ça. Comment des gens comme, enfin moi, puisque c'est moi qui suis là, peuvent exister aujourd'hui en face de Lady Gaga et compagnie, quoi. Mais vous pensez qu'il était plus facile d'exister du temps de Presley? Comme compositeur, vous voulez dire? Non, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de moyens de diffusion que n'en avait votre arrière-grand-père s'il avait été compositeur à une époque où les moyens traditionnels et analogiques... Oui, bien sûr. Il est sûr que même si ma musique passe, ma musique ou celle d'un de mes collègues, passe à minuit à France Musique, on va toucher plus d'auditeurs que Mozart pendant toute sa vie. Voilà. C'est ça. Je dis bravo. Ah oui. Non, mais ça veut surtout rien dire. Ça veut rien dire. Regarde, les vraies questions ne sont pas là. Prenez en littérature Michaud, par exemple. Michaud, voilà. Bon. Toute sa vie, il a refusé de vendre plus de 3000 exemplaires. Il ne voulait pas entrer en livre de poche. Il disait non, moins c'est 3000 maximum. Prenez Beckett, qui a vendu Godot peut-être à 10 000, quoi. Enfin, c'est des chiffres comme ça, quoi, vous voyez. La vraie question, c'est pas que Michaud ait vendu 3000 exemplaires. La vraie question, c'est qui de sérieux aujourd'hui sur cette planète qui s'intéresse à la poésie ignore Michaud ou Beckett? Prenez Anton Webern, c'est pareil. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'ils vendent, quoi, voilà, quelques milliers de disques. Ça. La vraie question, c'est qui aujourd'hui, s'intéressant à l'histoire de la musique écrite, ignore Webern? Quel grand orchestre au monde ignore Anton Webern? Donc il y a quelque chose de réjouissant. Mais non seulement de réjouissant, mais aussi presque une preuve. Quand j'entendais M. Colombani parler des flux, vous avez abordé les questions à la fin, effectivement, sur comment arriver au... Enfin, j'ai noté comment arriver au contenu par le consommateur, quelle est la politique de l'offre, enfin, etc. Il est sûr que moi, si je me pose des questions comme ça, moi, j'arrête immédiatement, je pose l'occasion, puis j'ouvre la télé, puis je m'abonne à... Je prends une offre Internet, super giga, machin, quoi. Et je veux dire, ça veut dire que la connaissance, le savoir ne passe pas nécessairement par pour le coup, les flux et les réseaux que nous pensons comme propices et aptes à négocier avec le monde, quoi. Hein. Et voilà, des choses comme ça. Merci beaucoup. Poète et slameur, Marc. Vous étiez déjà là l'année dernière avec Fabrice Di Falco, contre-ténor qui nous avait émus avec sa voix d'ange. Je crois d'ailleurs qu'il est là. Je crois aussi. Je crois qu'il est là. Vu, mais en tout cas, on le salue s'il est dans ce conclave. Le slam, je le disais tout à l'heure en commençant et en souriant comme une pirouette, juste pour vous faire réagir maintenant, c'était une forme de contre-culture venant après le rap il y a quelques années. Aujourd'hui, vous avez droit de citer et plus encore. Oui, disons qu'on est sorti de la marge et que beaucoup de slammeurs, en tout cas, sont rentrés dans l'institution. On anime des ateliers d'écriture dans des collèges, des lycées, à la fac. Certains textes sont étudiés aussi au bac, paraît-il. Et oui, on est sorti de la marge. Mais finalement, au-delà du slam, le mouvement est resté un mouvement contestataire. Parce que là, on parle des artistes qui sortent des disques, qui sortent des recueils de textes. Mais au-delà de ces artistes-là, il y a un mouvement qui existe et qui est international. On l'a rencontré de l'Afrique du Sud à Cuba, en passant par le Sénégal ou d'autres pays qu'on a pu visiter. Il y a un mouvement qui existe et lui qui est resté contestataire et qui est sain, au-delà des vendeurs d'albums et qui finalement de toute façon acceptent de rentrer dans un système qui leur permet de toucher plus de monde. Mais il y a un mouvement au départ et qui est toujours vivace et vivant et vibrant aussi.
Quelle définition vous donneriez de la contre-culture, d'une manière générale? Moi, je sais mais la définition de mes jeunes années, dans les années 60 ou 70, mais aujourd'hui, pour vous, jeunes créateurs? Aujourd'hui, je pense que tous les lieux qui permettent de créer des cercles d'humanité et des foyers de résistance à un monde dans lequel on vit tous et finalement avec lequel on fait tous des concessions, tous ces lieux-là qui permettent de se préserver un petit peu, même le temps d'un instant, d'un moment d'absurdité comme ça, d'un moment volé à l'absurdité du monde dans lequel on vit, sont des lieux où on fabrique de la contre-culture. C'est des lieux, des foyers de résistance, de création, les scènes ouvertes slam dont je parlais tout à l'heure. Mais au-delà de ça, par exemple, je vais parler du Sénégal rapidement parce qu'on y est allé il y a pas très longtemps. Un collectif de slam et de rappeurs a fait tomber un président. Donc on est encore en plein dans la contestation. On est loin de écrire pour faire beau, écrire pour toucher le cœur des gens. On est dans l'écriture comme aussi moyen de résistance à une oppression. Et ce sont des jeunes gens qui sont descendus dans la rue et qui ont porté des textes, qui ont incarné leurs textes et qui sont allés parler à des gens qui ne savaient pas lire et qui ont mobilisé le peuple. Donc voilà, on est quand même dans ce que la contestation a fait de plus beau ces dernières années. Est-ce que le numérique a joué un rôle dans cette contestation révolutionnaire? Sûrement. Oui, bien sûr. Pendant que nous, occidentaux, on partageait quelquefois le degré zéro de l'inintéressant de nos vies sur Facebook, là-bas, à ce moment-là, en tout cas, voilà, il se passait des choses. On se donnait des rendez-vous, un peu comme d'ailleurs pour le printemps arabe. On se donnait des rendez-vous pour descendre dans la rue. On se donnait des rendez-vous pour penser le changement, pour essayer de peser dans le débat sociétal, essayer de montrer à ce président qui voulait se représenter encore une fois, alors qu'il était surtout bon pour voilà, laisser la place, on va dire ça de manière polie. Voilà, les jeunes gens et moins jeunes aussi se sont rencontrés grâce aussi à ces réseaux sociaux-là. Ils ont pu diffuser des informations, donc on est dans la contestation. Au-delà de l'acte esthétique, il y avait aussi un acte éthique qui est à la base de tout ça. Et donc on est en plein dans ce qu'est la contre-culture, pour moi en tout cas, aujourd'hui. Oui, parce que les réseaux sociaux, comme tous les outils numériques, multiplient à l'infini quelque chose qui a une résonance phénoménale. C'est l'imprimerie puissance infinie. L'imprimerie, après tout, on peut écrire merde à celui qui l'a lu ou écrire un poème de Rilke, c'est toujours imprimer. Et là, maintenant, ce sont par exemple des mouvements comme celui-là. Donc la contre-culture gagne avec le numérique. Oui, gagne en impact. Si on sait s'en servir et si on sait aussi éviter effectivement de se laisser noyer dedans. Ce qu'il faut, c'est ne pas oublier le but. Le but de toute chose, le but de cette révolte-là et de ne pas se perdre après. Parce que c'est vrai qu'on a tellement de possibilités, on a un champ de possibles infini et qu'on pourrait se perdre dans ce champ de possibles-là. Donc heureusement qu'il y a des leaders, qu'il y a eu quelques personnes en tout cas qui ont été à la tête de ces mouvements-là et qui ont permis de ne pas se perdre dans tout ça et de garder les yeux fixés sur leurs pensées et l'idéal qu'ils s'étaient donné en fait. Et oui, mais bien sûr que les réseaux sociaux peuvent, d'ailleurs pour les artistes, on parlait d'un peu d'underground. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes arrivent à faire des concerts sans être signés en maison de disques. Même certains labels indépendants se sont laissés, enfin en tout cas ont une politique de moins en moins indépendante. Et des artistes aujourd'hui font des concerts sans passer par le canal traditionnel et remplissent des salles. Donc bien sûr que ces réseaux sociaux-là peuvent aider à entretenir des formes de contre-culture aujourd'hui. Vous auriez un autre mot qualifiant la contre-culture, vous avez parlé de résistance, vous auriez un ou deux autres qualificatifs qui vous viennent spontanément à l'esprit? Contre-pouvoir aussi, dans la droite ligne de contre-culture, oui, bien sûr, contre-pouvoir, parce que finalement, et puis c'est le refus d'une forme de norme qu'on nous impose, et donc oui, je reviendrai sur résistance, j'aime beaucoup ce mot-là. Non, je ne le rejette pas, je me demandais si vous en aviez un autre, cousin. Dac, allez-y. Je vais reprendre Underground en fait, là à l'instant, c'est ça, et peut-être aussi rimbaldien, parce que je sors d'une pièce de théâtre sur Rimbaud, et on parlait de liberté libre, donc voilà, on est en plein dans la contre-culture aussi.
Et est-ce qu'on peut dire, James Davis, vous êtes donc un des programmateurs importants, essentiels de l'Institut culturel de Google. Est-ce qu'on pourrait dire que l'un des buts de la création de l'Institut culturel Google et de Google Art Project, c'était de créer une contre-culture à l'intérieur de Google? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. C'est une introduction qui me prend un peu au dépourvu, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, à vrai dire. À vrai dire, ce que nous faisons, je crois que ça s'inscrit dans le cadre d'une arrivée à maturité à l'ère de l'information de Google. Donc nous travaillons à la Tate, à Londres. Wow. You spent 7 years. Yes, yeah. Oui, c'est exact, oui, effectivement. Et à l'époque, je travaillais dans ce que l'on appelait la prescription classique. Il s'agissait grosso modo d'interprétation, de jeter une passerelle entre l'administration habituelle, donc ce que les érudits, ce que les commissaires d'exposition font à l'accoutumée, et ensuite ce que l'on peut faire de manière plus dynamique et novatrice, en passant par une interprétation différente, créer cette passerelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec Google, au tout début de ce projet. Et avant de m'associer à ce projet, j'ai souhaité l'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de réfléchir. Et c'est ce que souhaitait Google également, parce que Google, c'est une société de technologie qui veut appliquer dans un tout nouvel espace cette technologie, un espace nouveau pour Google. Donc il avait besoin de savoir-faire venu de gens qui travaillaient dans les musées ou dans les organisations commerciales. Et il s'agissait grosso modo de trouver la meilleure façon de s'y prendre. Et moi, j'ai été très impressionné lorsque je travaillais à Tate de pouvoir travailler avec les gens de chez Google pour essayer de faire avancer ces choses-là. Bon, maintenant, en tout cas, je raccourcis un petit peu, mais maintenant, je travaille avec Google. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient encore pleinement à cœur. Je suis de tout cœur avec ce projet. Et dans ce projet, on essaye d'utiliser les technologies d'une manière inédite dans le contexte de la culture afin de savoir quelle sera la prochaine étape à franchir. Et moi, je vois cette étape comme étant une nouvelle façon de prescrire les contenus, en quelque sorte. Il y avait une prescription traditionnelle par le passé. Il s'agissait de se rendre dans un musée, d'aller à une exposition. C'était assez linéaire. C'était une sorte de périple assez linéaire. On voyait les savoir-faire des commissaires d'exposition. Vous vous y reconnaissiez. Vous trouviez qu'il y avait de la beauté. C'était assez haut de gamme. C'était souvent une expérience assez vivace. Maintenant, avec les technologies, on s'aperçoit que cette nouvelle façon de prescrire des contenus est beaucoup plus interactive. Et dès le début des années, ou le milieu des années 90, c'est une nouvelle façon de gérer les expositions qui est intervenue. C'est-à-dire qu'on est passé du côté de la prescription par l'institution à la prescription par l'usager. Donc ça permet de passer d'un périple culturel à un autre. Ça se voit sur le site web où vous pouvez chercher vous-même ce que vous souhaitez. Vous pouvez accélérer votre navigation. Vous pouvez passer vers un narratif d'exposition différent en choisissant à la carte en quelque sorte les contenus qui vous intéressent. L'usager, le visiteur par conséquent a beaucoup plus de pouvoir qu'il ne l'avait par le passé. La prescription vient moins de l'institution. Maintenant, récemment, on a également un dialogue. Par les médias sociaux, il y a un véritable dialogue qui intervient dans le domaine de l'art. Donc, par le passé, il s'agissait essentiellement de diffuser des contenus. Maintenant, ce que l'on appelle la prescription sociale, c'est grosso modo un dialogue entre des pairs, entre des communautés différentes ou au sein de communautés, les usagers également, et également un dialogue entre les usagers, les institutions et les artistes. Il s'agit en fait de mieux comprendre de mieux comprendre la culture et les œuvres d'art. On a ce qu'on appelle Art Talk également. C'est en fait une application Google en direct. Vous pouvez vous entretenir avec des artistes, avec des commissaires d'exposition. Vous pouvez poser des questions. Donc c'est très interactif. Ça permet d'avoir un véhicule de communication directe entre les usagers, les consommateurs, si vous voulez, de la culture et ceux qui créent et qui prescrivent les contenus culturels. Donc c'est un changement de
paradigme dans la prescription des contenus et nous apprenons les uns et les autres dans ce Learn Project, par exemple. On essaye de voir également de quelle façon la technologie modifie les règles du jeu. On essaye de modifier les règles du jeu dans la mise à disposition des contenus et puis également dans l'ampleur des publics parce que cela augmente de manière spectaculaire les publics. Vous avez un choix nettement plus important de mode de consommation de la culture en tant qu'utilisateur et donc vous serez d'autant plus nombreux. En tant qu'utilisateur, il y aura un nombre accru d'utilisateurs. Et face à cette ampleur monumentale du public et des consommateurs, il faut que l'on offre des contenus culturels nombreux et variés. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas prescripteurs, nous ne sommes pas des commissaires, nous sommes des ingénieurs en technologie. Donc on essaye de créer des plateformes pour les commissaires, pour les prescripteurs, de manière à ce que les prescripteurs disposent de plateformes d'exposition et de manière à permettre aux prescripteurs de comprendre bien de quoi il s'agit et comment ils peuvent offrir un nouveau périple, un nouveau narratif à l'utilisateur. Certains diront, le pouvoir de Google, on le connaît bien. Et donc, ils avaient en fait besoin d'un grand geste. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent cela? Réponse. Mais pourquoi poser ce genre de questions à Google? Est-ce que vous pouvez peut-être préciser votre question, dit James Davis. Oui, dit Pierre Lescure. Ma question, à vrai dire, est très simple. En France, par exemple, Google a quoi? Une part de marché de 95%? Ça, c'est tout à fait inédit en France. On n'a jamais vu ça. Et donc, voilà que mon adresse email, par exemple, c'est @gmail. Donc, ce n'est pas ambigu comme question, c'est très objectif. Une part de marché de 95%. Donc, parfois, il faut vraiment faire un geste, un beau geste, quelque chose de positif, quelque chose d'intérêt général, une sorte de façon de redorer le blason de votre société. Réponse. Mais nous, on grandit en tant que société. On continue d'utiliser des sociétés pour notre cœur de métier, c'est-à-dire l'accès à l'information, mais ce qui, au départ, avait commencé par un algorithme, donnant des instructions aux organisations, automatisant les processus de recherche, l'organisation des contenus. Donc ça a commencé par cela, mais maintenant, on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles façons de faire les choses. Et l'on essaye de passer de cette analyse automatique à une analyse basée sur le savoir. Donc on est passé grosso modo de la donnée au savoir. On a la knowledge graph, c'est-à-dire le graphe de la connaissance, par exemple. On a différentes entités, donc c'est beaucoup moins aléatoire, c'est beaucoup moins fondé sur la donnée en tant que telle, c'est beaucoup plus une compréhension, une lecture différente. Par exemple, comment est-ce que l'on parle de Kennedy, comment est-ce que l'on l'écrit, comment est-ce qu'on le comprend, et ensuite on peut essayer de donner satisfaction à différents besoins qui sont liés à ce concept-là, par exemple. Et il y a aussi l'intervention humaine lorsqu'on parle de l'art et de la culture. Les techniques automatisées arrivent assez vite à leurs limites. On a discuté des recommandations d'Amazon, par exemple, entre autres. Et ces techniques, elles sont formidables, ça ne fait aucun doute. Ça vous permet effectivement de faire un beau voyage, mais vous avez besoin de savoir-faire, d'experts, d'érudits qui peuvent comprendre et interpréter tout cela. Et je crois que les deux peuvent aller de pair. On peut créer un processus algorithmique automatisé et l'outil qui permet de les utiliser, mais on peut également donner accès au savoir de ceux qui ont un savoir accru ou un savoir supplémentaire. Et ça, c'est notre devoir, avec nos technologies et avec le public considérable que nous avons, de créer cette passerelle. Pierre Lescure. Yasmina, vous êtes sculpteur, vous êtes de renom et très respecté. Et en tant que plasticienne, comment voyez-vous ce caractère itinérant dans une société telle que la nôtre de la contre-culture? Yasmina Tchibic. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous êtes tous formidables et je suis très sensible à votre invitation. Je souhaitais commencer par vous montrer une petite vidéo, si vous le voulez bien, pour replacer mon intervention dans un contexte et pour créer un contexte justement visuel au débat que nous sommes en train d'avoir. C'est une œuvre qui a été créée pour le pavillon slovène à la Biennale de Venise cette année. Et il s'agissait justement du lien économie et culture. Donc c'était un paradigme assez intéressant à montrer ici. Je souhaitais en arriver dans quelques instants à la contre-culture, mais en passant par l'art contemporain.
À l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'on considère que l'art contemporain, c'est un contre-pouvoir par rapport à l'art, entre autres, mais également à d'autres domaines. Et lorsque j'ai fait mes recherches sur ce sujet, j'ai été stupéfaite de constater que c'est pas tellement la haine que l'on a de l'art contemporain, ou le mépris que l'on peut avoir pour l'art contemporain. Non, le problème, c'est le fait que lorsque les spectateurs se rendent à des expos, ils ont l'impression qu'ils sont dupés, qu'on se moque d'eux. La proposition, à savoir, ce sera une exposition tout à fait culturelle, tout à fait fabuleuse, la promesse ne tient pas vraiment la route. Or, c'est à cela que doit s'en servir le contre-pouvoir. Et depuis l'avènement de la modernité, l'art contemporain a fait l'objet d'un rejet des institutions puissantes. Et parfois, l'on souhaite une meilleure vie pour la société, mais on s'intéresse trop peu aux politiques, des partis, aux autorités, et l'on ne privilégie pas suffisamment le message politique. Et là, je souhaitais vous citer une définition de la contre-culture. Il s'agit en fait d'un ouvrage que j'ai lu. Et la question est de savoir si l'art contemporain, à un moment donné, a été vraiment considéré comme une contre-culture dans le domaine de la musique, des années 60, par exemple. Les WBA, YBA dans les années 90, par exemple, c'était ce qu'il y avait de plus proche de ce paradoxe lorsque la contre-culture obtient droit de cité, qu'elle arrive un petit peu dans la culture populaire, les médias, qu'elle est accessible par tous, au lieu d'être justement à contre-courant par rapport au système. Donc si vous vous intéressez aux artistes contemporains de l'heure, il y a des termes de rock qu'on peut appliquer à cette contre-culture. Et les termes les plus courants que l'on utilise, c'est le caractère précaire et la patience. Bon, on ne peut pas dire que ce soit très sexy ou très rock'n'roll, justement, comme terme. Et ça ne promet pas une révolution. Donc, j'ai souhaité m'intéresser à ce qu'il en arrivait, ce qu'il en était des paramètres et des changements de paramètres. Parce qu'il y a un paradoxe, il y a une polarisation de l'art. Parce que d'une part, on a un art qui est défini par le secteur privé, dont on considère que politiquement c'est bénin, un art populaire dont on estime qu'il n'a aucune pertinence. Ça, c'est une catégorie d'art. Et puis l'autre catégorie d'art qui a pour objectif d'être un outil de l'action politique et revendicatrice. Mais c'est un petit peu dangereux parce que l'art devient une fonction plus qu'un art. Il se retrouve au service de la politique. Il est donc instrumentalisé. D'où les défis et d'où la nécessité d'examiner de manière critique les artistes et les systèmes. Et pour cela, il faut examiner les conditions qui entourent la réalité. Le système artistique, c'est extrêmement complexe. Le marché de l'art même, c'est encore pire d'ailleurs, crée un nouveau champ d'esprit critique. Si vous examinez par exemple les salons de l'art, l'on s'aperçoit que les institutions manquant de fonds ne peuvent plus en organiser autant. Il y a un gel ces projets petit à petit décline. Donc il y a une sorte de retrait du secteur public. Et puis le secteur privé, quant à lui, formule les pratiques qui ont une valeur ou qui n'en ont pas. Donc là, en quelque sorte, c'est le serpent qui se mange la queue. D'où les défis qu'il va falloir que nous relevions. Le problème des financements nationaux ou européens. Donc les fonds européens, par exemple, retirent le potentiel politique de l'art, parce que lorsque l'on finance du côté des pouvoirs publics, généralement, on privilégie ceux qui peuvent être instrumentalisés. Donc les producteurs et les artistes sont également doivent faire l'objet de nos reproches, parce que si l'on décide de ne pas faire partie du système, l'on est forcément, l'on ne correspond pas exactement aux profils qui sont présentés. Le changement social, l'aide aux collectivités locales, par exemple, c'est une bonne chose, mais ça n'est pas forcément le rôle de l'art. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas nécessairement. C'est la raison pour laquelle j'avais souhaité vous montrer cette œuvre qui a été présentée à la Biennale de Venise, parce que j'ai jugé que c'était intéressant dans le contexte du débat que nous avons. Il ne s'agit pas simplement de parler des différents pays, il ne s'agit pas de parler des financements accordés à tel ou tel pavillon. Bon, bien entendu, d'un pays à l'autre, à la Biennale, les pavillons, ça
ça varie beaucoup. C'est par exemple 2 fois plus d'argent consacré pour le pavillon américain aux relations publiques que l'ensemble du budget pour le pavillon slovène. Ça vous donne un petit peu une idée des différences. Mais il y a également, dans le domaine de l'art contemporain, cette volonté de l'utiliser soit comme un instrument, soit de le placer au cœur du débat politique. Et puis, les commissaires d'exposition, les prescripteurs, les artistes jouent autour de ces concepts. Mais il y a également, mais il ne s'agit pas simplement d'illustrer le contexte de mon côté. En fait, il a été dit que le seul être non politique, entièrement non politique, ce serait un ermite vivant à parfaite autarcie. J'aime beaucoup cette citation parce que ça illustre assez bien le propos. Et il y a une sorte de cordon ombilical doré qui fait que les artistes sont forcément en lien utilitaire en quelque sorte. Et l'on ne peut pas s'affranchir complètement des liens du pouvoir. Les nouvelles politiques qui sont mises en place, il faut les remettre en cause. Et dans le domaine de l'art contemporain, je crois que ce que nous devons faire, nous, c'est envisager des pratiques artistiques qui s'écartent des systèmes de pouvoir, des structures nationales de pouvoir politique, des entreprises, mais sans pour autant devenir des acteurs et être compromis dans cette prise en compte des systèmes qui nous entourent. Tourne sous l'œil vigilant du président Nicolas. Je voudrais qu'on se tourne tout de suite vers la salle s'il y a 2 ou 3 questions, et singulièrement à nos 4 participants sur cette contre-culture qui bénéficie évidemment des nouveaux outils. Et comme je suis incapable de savoir, et vous en êtes sûrement également incapable, de savoir si nous sommes au 100e, au 10e, à la moitié ou au tiers de la révolution des usages et des possibilités du numérique, il est difficile aujourd'hui d'établir un vrai tableau de la contre-culture. S'il n'y a pas d'autres questions... Pierre. Oui. J'ai bien écouté... C'est Laurent. Laurent Dassault. Toujours Laurent Dassault. J'ai bien écouté tous les participants, mais franchement, est-ce que ce terme de contre-culture est un concept qui n'est pas aujourd'hui, enfin qui fait pas partie aujourd'hui des temps anciens? Et puis alors, la jeune fille là, qui nous a, Yasmina, I'm not very clever, but can... Je ne suis pas très futé, mais j'aimerais que tu nous expliques un peu plus ta vidéo. Nice one. Yeah. Bien vu. Alors, grosso modo, ça n'était qu'une partie de l'exposition, de la pièce que nous montrions à Venise. En fait, nous voulions jouer avec ces idées. L'idée des attentes, qu'attend-on d'un artiste et pourquoi est-ce que c'est impossible de satisfaire ces attentes? Donc on voit 2 artistes venus du théâtre expérimental de Slovénie, qui accroche les tableaux de la collection gouvernementale derrière le dos des politiques. Donc c'est la seule collection de politiques qui existe dans les bureaux. Donc, et également tous les... et l'on a décidé de n'avoir que des fleurs. Donc il y a 2 protagonistes de ce qu'on appelle les nouveaux arts critiques qui suspendent ces œuvres. Et il s'agit en fait de dire de quelle façon l'on réarticule les idéologies. Et ce sont des œuvres d'impressionnistes slovènes qui ont une valeur considérable. Première question de Laurent, qui voudrait apporter une réponse. Est-ce que ce serait un terme ancien, Pascal Dussapin? Alors, j'étais pas mécontent de cette question, parce que je dois vous avouer que je ne pense non seulement jamais à la contre-culture, et je n'entends jamais parler. Pour moi, c'est effectivement une notion historique. Oui, c'est peut-être comme la musique sérielle, vous voyez, par exemple, c'est une histoire, quoi. Du temps où il y avait 2 chaînes et demie. Voilà, du temps où il y avait 2 chaînes et demie. Aujourd'hui, je pense disons un peu comme ça dans mon coin, qu'il n'y a plus que des histoires de dominance, en fait. Je pense qu'il y a un art dominant et il y a un art qui ne l'est pas. Enfin, en tout cas, il y a des expressions dominantes et des expressions qui ne le sont pas. Par exemple, pour faire un détour par les arts plastiques, mais là j'ai peur de faire hurler des gens, les arts plastiques actuellement sont confrontés à une question véritablement
assez grave, je trouve, qui est qu'ils ne sont jamais plus contre-culturels, quoi. On leur apprend dans les écoles très tôt à faire des performances, des choses comme ça. Après, ils les font. Enfin, la mode s'est emparée de tout ça. Enfin, il n'y a plus que des artistes dans l'ère contemporain de très pauvres, qui n'ont pas un rond, à extrêmement riches, quoi. Mais au fond, la ligne est continue entre l'un et l'autre. En ce qui concerne ma pratique, qui est beaucoup plus exogène, parce que, au fond, au débat, je dirais, parce qu'elle n'a pas réussi la musique qu'on va continuer un peu stupidement, enfin, je suis le premier à le dire, musique contemporaine. Moi, je me bats contre cette expression depuis assez longtemps maintenant. Dès que je peux l'écorner, j'y vais, quoi. Mais comme je peux pas dire simplement musique, parce que ça veut plus rien dire aujourd'hui, bah alors je suis bien obligé de dire un peu, disons, musique d'expression écrite. Enfin voilà, moi j'écris la musique pour les orchestres symphoniques, des choses comme ça. Voilà, bon. Mais il est certain que nous n'avons pas réussi, nous, à entrer dans une communication avec le public aussi importante que le cinéma, qui a une très courte histoire, il faut quand même le dire, hein, c'est un siècle, disons, globalement. En tout cas, l'art contemporain, alors lui qui ne cesse pas d'être contemporain, quoi, et qui est un terrain pour moi d'observation idéal, parce que d'abord il y a des œuvres, des artistes absolument magnifiques, mais qui sont en permanence en train de générer un espace critique de relation avec le public, ce que savent moins faire curieusement les musiciens, en tout cas les compositeurs. Néanmoins aujourd'hui, pour pas être trop long, moi j'ai un petit, ça va me faire sourire de vous la faire à vous, quoi, parce que quand même c'est pas mal, ça va pas m'arriver souvent, mais imaginez que vous êtes patron d'un JT, par exemple, télévisé, quoi, vous voyez, vous avez le choix entre inviter à 20h27 Pascal Dussapin ou Joe Star. Vous invitez qui? S'il n'a pas fait de bêtises dans les 8 jours qui précèdent, j'aurais peut-être plus d'originalité à inviter Dussapin. Ah si oui, alors, non, mais là vous faites exprès, là vous le faites exprès. vous le faites exprès. Non, mais il m'est arrivé de faire ça quelquefois avec des journalistes et tout le monde répond ah bah Joe Star. Alors je peux dire Vanessa Paradis, hein, je peux dire mais alors je dis toujours bah voyez c'est parce que des gens comme moi on nous accuse toujours d'élitisme. Ça n'a pas été prononcé. Hein. On nous dit toujours ah mais vous c'est les musiciens de l'élite, vous êtes un peu emmerdant tout ça avec vos trucs tout ça. Et en fait on nous dit vous êtes élitiste, alors c'est pas bien, faut être un petit peu comme ça pour tout le monde, quoi. Je veux dire, et j'essaie toujours de faire comprendre que oui, peut-être que effectivement, voilà, mais on dit jamais d'un philosophe qu'il est élitiste, par exemple. Ça revient toujours chez les gens comme nous, quoi. Mais bon, non, mais tout ça pour dire que chercher. Quand je disais qu'on appelle certaines salles la salle des musiques savantes. Oui. On pourrait trouver. Non, mais c'est atroce. Mais je supporte pas ça. Il n'y a pas de savants. Chez les compositeurs, il y a des gens tout à fait pas savants du tout, bêtes comme leurs pieds. Et puis il y a aussi chez les musiciens d'expression populaire, d'expression populaire, passez-moi l'expression, de très très grands musiciens. Enfin, moi, je suis très admiratif de certaines de musique extrêmement variées. En tout cas, il est sûr que la question de la dominance se pose directement à des gens comme nous. Je sais pas, Mahler, quand il était malade, on publiait sa feuille de température dans la Gazette de Vienne, quoi. Vous voyez, maintenant c'est Johnny Hallyday, quoi. Vous voyez, Johnny Hallyday, il a mal au dos, voilà. Il fait une demi-page dans Le Monde, quoi. Vous voyez. Vous connaissez la blague de François Morel qui, dans une de ses chansons, disait « Quand j'entends malheur à la radio, quand j'entends malheur, c'est que le président meurt. » Moi, je sais pas, moi j'aime beaucoup Malheur. Madame Bombardier voudrait poser une question. Merci. Est-ce que la contre-culture, ce n'est pas ce qui passe sur YouTube une journée et le lendemain, il y a 2 millions de gens qui sont allés cliquer dessus, donc la contre-culture est terminée? Vous n'avez pas compris. Oui, answering. Celui qui vient nous présenter quelque chose qui a supposément jamais été présenté, 2 jours après, il y a 2 millions de gens qui ont cliqué et ça devient mainstream. Mais disons que... Allez-y. Yes. Mais je crois que vous faites référence, en fait, et vous-même, vous en avez parlé lorsque vous parliez du slam.
vous y avez fait allusion. Vous avez parlé de cette contre-culture vers la culture. Je crois que c'est vrai de YouTube, des arts visuels également. En fait, il y a eu une accélération considérable par le passé de la contre-culture vers la culture, du contre-pouvoir vers le pouvoir. Et maintenant, ça peut effectivement se passer à un rythme effréné, c'est-à-dire du jour au lendemain, du fait des médias, de la communication. Visual art, par exemple, si vous prenez le street art, par exemple, qui a commencé comme étant un mouvement de contre-culture. Ensuite, ça a été institutionnalisé, c'est apparu à la Tate Modern, à Londres, avec une exposition de street art. Et maintenant, c'est complètement inclus, ça a un vrai droit de cité. Donc, la contre-culture existe encore dans le street art, mais l'accélération de la contre-culture vers la culture est telle que l'on ne reconnaît plus la contre-culture maintenant. On ne l'appelle plus comme ça parce qu'on n'a même pas le temps de l'appeler comme ça parce qu'elle n'est restée contre-culture que pendant 24 heures. Sort of running very C'est toujours la question des marges. Comme un lièvre, ça court à une vitesse folle. Mouvements qui sont hors du système de loi. Il ne s'agit pas seulement d'art et de culture. Pensez tout simplement aux droits des femmes, aux droits des homosexuels, etc. Je veux dire, quand ils sont intégrés, la société monte en... il faut souhaiter une assimilation. Enfin bon, c'est un débat évidemment très compliqué. Donc l'art procède de la même manière. En revanche, c'est pour ça que je préfère le terme dominance et sous-dominance, c'est qu'il reste des cultures qui sont toujours dominées par d'autres, dans une totale confusion qui aujourd'hui est créée par l'extraordinaire vitesse supérieure à la capacité de l'entendement humain, quoi. Enfin, c'est de l'ordre de la nanoseconde, quoi, maintenant. Jasmina, Marc, Pascal, James, merci. Laurent Colombani, merci. Mais je voudrais qu'avant de passer à autre chose et de se séparer avant le dîner, je voudrais que Serge Chic, qui est directeur de INA Expert, nous présente un outil du département de l'INA qui s'appelle OT Média, qui est un outil, je crois, Serge, qui montre comment naissent les buzz médiatiques, et évidemment vous allez focuser sur le buzz culturel. Tout à fait. Bonjour à tous. Je vais passer assez rapidement parce que je crois que le temps nous est compté sur la présentation de l'INA et sur ce qu'on y fait. Je dirais que très rapidement, comme beaucoup d'entre vous le savent, l'INA, c'est avant tout un organisme qui archive les contenus audiovisuels et qui les archive en provenance de sources très différentes, la télévision, la radio, et puis depuis quelques années, le web. Donc l'INA archive les sites web liés aux médias, liés aux blogs, liés aux médias, depuis maintenant quelques années. Et on s'est dit assez simplement qu'à partir du moment où on avait cette chance de collecter tous ces contenus, il fallait aussi qu'on les analyse. Donc on est un centre qui archive, nous collectons et on essaie de collecter intelligemment. Donc pour collecter intelligemment, il faut qu'on analyse ces contenus et il faut qu'on ait les outils qui nous permettent d'aller fouiller dans nos propres fonds. Donc le département dont j'ai la chance de m'occuper couvre, à côté des missions centrales de conservation et de valorisation, la recherche, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, les expertises, l'étude et le conseil. Et comme j'ai un grand musicien à ma droite, j'ai la chance dans mon département d'avoir le groupe de recherche musicale créé par Pierre Schaeffer. Donc on refait de la recherche sur l'image, mais également beaucoup sur le son. Alors si le... Donc on va commencer assez simplement en se disant la chose suivante. On a travaillé de façon assez radicale. Donc là vous avez l'ensemble des flux que nous collectons et si vous voulez plus d'informations, notre stand est là pour répondre à vos réponses, mais vous voyez quand même qu'on collecte des flux très variés et très nombreux. Alors, on a eu une approche assez radicale en se disant d'abord, est-ce qu'on parle de la culture dans les très grands carrefours d'audience? Et la réponse est positive. Quand on prend l'ensemble des journaux télévisés, et notamment des principales éditions d'information, on se rend compte que la principale, voilà le graphe que je trouve intéressant, c'est que le thème culture, c'est 7,7% du contenu des grandes éditions d'information des grandes chaînes. Donc là, on raisonne en termes de nombre de séquences qui y sont consacrées. Quand on regarde en volume horaire, on est quasiment à 10% du temps d'antenne. C'est pas un professionnel comme vous que je vais dire que ce chiffre est quand même assez remarquable.
Alors évidemment, on ne parle pas forcément des formes de culture qu'on a évoqué auparavant à cette table, mais c'est quand même un chiffre assez remarquable. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que c'est souvent pour les éditions d'information l'occasion de montrer leurs différences. On sait bien qu'en général, au démarrage des éditions d'information, l'actualité est très structurante, elle est parfois anxiogène, on vit dans un espace spatio-temporel de plus en plus contraint par rapport à l'actualité. Or, la culture, souvent traitée en fin d'édition, permet aux éditions d'apporter de la diversité. Donc je crois que c'est un premier point très important. On parle de culture dans les grands médias et on en parle d'une certaine manière beaucoup. Il faut quand même avoir en tête qu'on en parle plus que de politique. Ça vient juste derrière les thèmes société et international. Donc c'est vraiment un thème important. Alors, de quel type de culture parle-t-on ? On voit que finalement, d'abord, les médias parlent des médias. Ça ne surprendra personne. C'est une forme d'autocentrisme. Mais quand on regarde finalement les autres thèmes en proportion, on voit bien que le cinéma, la musique, le patrimoine, mais aussi le spectacle vivant ou l'édition, ou même les arts plastiques, y trouvent leur compte. Alors là encore, bien évidemment, on va le voir, c'est souvent lié aux grands événements et pas forcément aux événements qui n'ont pas encore droit de cité dans les médias traditionnels, mais on en parle. Et je précise aussi qu'on n'a pas intégré dans cette étude toute l'offre média. Il y a les magazines, par exemple. Là, on s'est contenté de parler des éditions d'information. Or, dans la sphère médiatique, en radio notamment, on parle énormément de culture en dehors des éditions d'information. L'autre point qui est, je pense, aussi important à avoir en tête, c'est que la culture, finalement, a une chance aussi formidable, c'est que tout au long de l'année, il y a de grands événements culturels, ce qui fait que tout au long de l'année, on parle de culture. Donc là, on a choisi quelques grands événements que vous pouvez avoir en tête, et on voit que finalement, du début à la fin de l'année, que ce soit en hiver, au printemps, en été ou à l'automne, il y a une forme de rythme que ces grands événements culturels ont pris et qui permet à la culture d'être finalement très bien représentée dans la chronologie de l'année. Et c'est assez rare finalement, parce que souvent dans l'actualité, il y a des pics de saisonnalité forts. Or là, on la retrouve traitée dans l'ensemble de l'année. Donc ça, c'est aussi un point fort dans l'univers de surabondance important qu'est le nôtre. Je ne ferai pas de commentaires sur le slide. Donc. Alors on reste quand même dans l'actualité culturelle. On s'est interrogé sur l'importance des grands événements culturels. Donc la taille des bulles, c'est la taille de l'importance médiatique des événements, donc de leur retentissement. Donc sans grande surprise, on voit que le Festival de Cannes écrase un peu tout sur son passage, même si, vous le voyez, on parle aussi de littérature, on parle de théâtre et de spectacle vivant, on parle de musique, on parle aussi d'art plastique. Donc il n'y a pas, je dirais, de secteur qui soit complètement interdit, évidemment, de droit de cité dans les médias, que ce soit les médias traditionnels ou les réseaux sociaux. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on s'est, entre guillemets, amusé à comparer la place des événements culturels par rapport à d'autres grands événements. Et on s'est rendu compte que finalement, la place d'un grand événement culturel comme le Festival de Cannes, par rapport au Tour de France ou par rapport même à un événement footballistique majeur, n'était pas ridicule. La comparaison, voilà. Et si on prenait des comparaisons autres avec des événements culturels un peu moins importants et des événements sportifs un peu moins importants, on en arriverait aussi, sans doute, à la même conclusion. Et puis on a aussi, alors c'est un outil, l'outil que nous avons développé permet de voir la place de l'image. Et donc il est bien évident que le texte et le son sont des moyens de communication importants. Quand on regarde la dissémination de l'image, par exemple, du Festival de Cannes, sous toutes ses formes, on se rend compte qu'elle est très très largement diffusée. C'est une des images finalement qui circulent le plus quand on fait le bilan des images qui circulent dans notre univers médiatique. Et on voit que l'image, elle est soit reprise en tant que telle, soit elle fait partie d'un tout petit endroit d'une image plus grande. Alors les personnalités, finalement, on a abouti un peu à la même conclusion. Donc là, encore une fois, la taille des bulles, et donc la taille des têtes qui sont à l'intérieur des bulles, dépend de leur importance médiatique. Et on a pris là encore des comparaisons avec d'autres secteurs. Et finalement, vous voyez que tout au long de l'année,
Gérard, alors pour des raisons bien sûr différentes, hein, Gérard Depardieu, c'était au moment de la polémique bien connue en France, mais finalement, Ibrahimovic, c'était l'époque de son transfert. Donc là encore, il y avait une actualité forte. Et on voit que les personnalités culturelles, finalement, sont assez bien représentées. Encore une fois, on ne va pas parler ici de gens qui vont émerger. Hein, on est sur une sphère médiatique relativement connue et finalement assez homogène. Mais on voit bien quand même que, soit parce qu'il s'agit d'une personnalité politique qui parle de culture, de créateurs, qui ont une actualité forte, mais finalement, ils sont bien représentés aussi dans cet univers-là. Alors, on a pris 3 buzz sur lesquels je vais parler quelques instants pour vous montrer que dans les buzz liés à la culture, dans l'univers des médias, il y a différents cas de figure. Il y a un premier buzz qui était ce qu'on appelait le buzz Maraval. Donc vous savez, si vous vous en souvenez, c'est une tribune publiée dans Le Monde par un producteur disant les acteurs français sont trop payés, qui a eu pas mal de retentissement parce qu'on en était au démarrage des discussions assez compliquées sur la convention collective dans l'univers du cinéma. C'est un buzz qui est intéressant à absorber parce que la presse et la presse en ligne a été absolument omniprésente pour parler de cet événement-là, tandis que finalement la télévision est arrivée assez tardivement. Et c'est un cas de figure qu'on retrouve assez souvent. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, puis souvent la presse en ligne, portent un sujet bien avant que les médias traditionnels ne le reprennent à leur compte. Comme vous le savez, c'est entre guillemets un buzz qui a duré longtemps dans l'actualité et qui a été porteur de débats au niveau culturel de façon extrêmement structurante. Un autre type de buzz très différent, s'il veut bien passer, voilà. Donc, on l'a appelé le buzz origine du monde. Donc, nous sommes dans une enceinte culturelle. Comme vous le savez, le Paris Match avait pensé que ce tableau célèbre de l'histoire de la peinture, qui représentait avant tout un corps, avait retrouvé sa tête. Et là, je dirais que c'est un buzz en forme de coup de fusil, d'une certaine manière, parce que tous les médias en ont parlé en même temps et de façon extrêmement forte. Et puis comme cette nouvelle a été plutôt démentie par la communauté des critiques d'art, il s'est arrêté aussitôt. Mais là, c'est une deuxième forme de buzz liée à la culture qui est extrêmement violent dans son ampleur, mais aussi extrêmement bref dans son existence. Et puis une troisième forme de buzz qui nous permet de relativiser un petit peu ce qu'on peut imaginer quant au rôle des médias sociaux, des réseaux sociaux et du web. Bien évidemment, le Gangnam Style, c'est avant tout un phénomène réseau social. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que dans finalement le traitement médiatique, une agence de presse, en l'occurrence l'AFP, a eu un rôle très important dans le cheminement du buzz aux différentes étapes finalement du développement du phénomène. Et à chaque fois qu'il y a une dépêche AFP, on voit que ça correspond à une pointe dans le traitement médiatique qui en a été effectué. Donc différents types de buzz. Et là, alors c'est pas une œuvre abstraite, mais presque. Ce que vous voyez en haut du tableau, c'est à chaque fois que autour de Gangnam Style, le contenu a repris la dépêche ou les dépêches de l'AFP. Et on voit finalement que une source d'information extrêmement importante, traditionnelle, comme une agence de presse, a un rôle fondamental dans la manière dont un buzz qui est quand même lié aux réseaux sociaux se propage. Donc les médias traditionnels gardent ce pouvoir de sanctuarisation d'une information. Voilà, et puis je conclure là-dessus parce que je crois que le temps presse, on s'est juste, là encore une fois, on s'est beaucoup amusé, comme vous avez pu le constater au cours de cette étude, on s'est dit, prenons de grands festivals de musique en France et comparons la couverture médiatique et leur importance en termes de fréquentation. Là, vous avez la couverture médiatique. Donc vous voyez par exemple que les Francopholies sortent très, très, très fortement en tête, de même que le Printemps de Bourges. Et quand on compare avec les chiffres de fréquentation, on se rend compte qu'il y a quand même de grandes différences. Donc les médias ne sont pas seuls à jouer leur rôle dans le fait d'aller inciter des gens à regarder, à aller voir des événements. Donc j'aurais 2 petites conclusions très rapides. La première, c'est que la culture a un rôle dans les médias plus important que son poids économique. On parlait tout à l'heure du fait que dans le budget, elle était passée sous le cap des 1%. Encore une fois, c'est presque 10% du contenu médiatique des grandes éditions. Et la deuxième conclusion, c'est qu'en revanche, on en parle très peu en termes économiques. Pour faire le lien avec le débat qui nous intéresse, la culture est portée parce qu'elle est politique,
parce qu'elle est portée souvent par les hommes politiques qui sont derrière les grands événements, parce qu'ils les financent régionalement. En revanche, quand on fait des corrélations entre le terme culture, budget, financement, emploi, alors qu'on sait que ça a un rôle très important, on trouve très peu de corrélations, ce qui fait qu'on n'a même pas osé vous les montrer aujourd'hui dans cette étude. Donc je crois que c'est aussi un enseignement. Si on veut que la culture, on en parle en termes économiques, il faut que tout le monde en parle de cette manière-là, aussi bien évidemment à côté des aspects artistiques. Merci à vous, Serge Schick. Merci, Alina. Oui, bravo, c'était vraiment intéressant comme prévu. Et justement, on peut dire que ces questions de prescription des lieux où la culture et les contre-cultures naissent font naturellement écho, vous venez de le dire, Serge, aux questions de financement de la culture et des nouveaux modèles de financement. Et c'est demain, bien sûr, Nicolas, que les débats porteront sur ce nouvel or noir du XXIe siècle, les données personnelles culturelles. Alors c'est vrai que la contre-culture, ça peut être la résistance, ça peut être de l'effronterie aussi. Je citerai pour terminer Michel Hazanavicius, il faut que la culture lutte. Merci. Alors, pour ceux qui sont courageux, ils devraient déjà être dans le car qui les emmène à l'université. Puisque nous avons un peu de retard. Pour ceux qui sont moins courageux, je leur rappelle qu'à 20h10, la façade du Palais des Papes s'illumine et qu'on les attend pour dîner assis à 20h30. Voilà, bonne université et pour les autres, bonne sieste. Et merci à tous les participants et pardon de les avoir un tout petit peu bousculés, mais on a de la peine à tenir notre horaire. Merci.